En ce 3 octobre 2025, je me retrouve dans à la fois les hauteurs et les profondeurs de ce Var mystérieux dont presque personne ne parle. Ce Var médiéval, totalement mystériosophique. En fait, il s'agit des ruines de Flassan-le-Vieux, Flassan-sur-Issole, dans l'église de laquelle j'ai naguère salué Charles Baudelaire. Et je songe à Thomas Wolfe. Je songe à Thomas Wolfe pour deux raisons. D'abord, parce qu'il aurait eu aujourd'hui 125 ans. Ce pauvre homme est mort, comme vous le savez, dans la fleur de l'âge, à 37 ans, après avoir laissé une œuvre intensément lyrique, et de ce lyrisme typiquement américain, très spécifiquement américain, ce lyrisme que l'on retrouve chez Walt Whitman, mais voire chez Orson Welles, le lyrisme de l'homme qui veut tout dire en un temps le plus court, l'homme qui veut parler dans la même phrase de l'arbre qu'il a devant les yeux, de l'insecte qui se trouve sur le tronc d'arbre, des amibes qui se trouvent sur le dos de l'insecte et des planètes et des étoiles qui évoluent dans la valse sacrée du cosmos, comme l'aurait dit Charles Cros. Eh bien, c'est le lyrisme également d'Orson Welles, de Terence Malick, bien sûr, voire d'Edgar Poe, voire d'Ezra Pound. Alors, il y a fort longtemps, il y a plus de 25 ans, je me trouvais à Asheville, où j'acquérais cet ouvrage. Et c'est là où on voit que les Américains sont quand même très professionnels. Hein. Quand ils écrivent la biographie d'un auteur, eh bien, celle-ci est pleine de superbes photographies. Par exemple, la photographie de l'auteur à l'âge de 4 mois, vous voyez, voilà, jusqu'à la photographie prise 2 jours avant sa mort. La photographie de sa pierre tombale, la généalogie de ses ancêtres, et la liste complète évidemment de ses œuvres. Et je disais qu'il y avait deux raisons pour lesquelles je songeais à Thomas Wolfe. La seconde, eh bien, c'est parce qu'en parcourant ces ruines intensément celtes, hein, j'ai le celtisme qui me remonte en gueule. Et comment ne pas songer dès lors à cette nouvelle absolument extraordinaire? Tiens, le voilà, ce recueil de nouvelles. De la mort au matin, dans laquelle se trouve la nouvelle intitulée « Dans la sombre forêt, mystérieuse comme le temps ». Alors bien sûr, la forêt dans laquelle je me trouve est typiquement varoise. Elle ne ressemble aucunement à la forêt noire dans laquelle le personnage principal de cette nouvelle se promène. C'est un Américain d'origine germanique et il a donc le germanisme qui lui remonte en gueule. Et voici ce qu'écrit Thomas Wolfe. Que sommes-nous? Nous sommes les hommes déshérités, les Américains perdus. Des cieux immenses et déserts étendent leurs voûtes au-dessus de nous. Nous charrions dans notre sang celui de 10 millions d'hommes. D'où viennent-ils cette impression de l'inconnu immédiatement reconnu, ce souvenir qui nous hantait comme celui d'un songe et que nous arrivons presque à fixer? D'où vient-elle cette faim irrassasiée, ce désir obsédant et cette sombre et grasse musique d'elfes et de magiciens qui résonne à travers la forêt? Comment se fait-il que ce jeune homme américain ait reconnu dès le premier moment où il l'aperçut ce pays étranger?
Comment se fait-il que dès la première nuit passée dans une ville allemande, il ait compris une langue qu'il n'avait jusqu'alors jamais entendue, qu'il l'ait parlée tout de suite, disant tout ce qu'il voulait dire dans une langue qu'il ne savait pas parler, employant un jargon étrange dont il n'était pas même conscient, qui n'était ni le sien ni le leur, de telle sorte qu'il semblait parler l'esprit d'une langue, et non les mots. Et que sur le champ, de cette façon, il était compris de tous ceux avec qui il causait. Non, il ne pouvait pas en fournir la preuve, mais il savait qu'elle était là, enfouie au plus profond de son cerveau et de son sang, cette parfaite connaissance de ce pays et du peuple auquel appartenait son père. Il avait eu le sentiment du dramatique et insoluble mélange de cette race. Il avait conscience de la terrible fusion de la brute et de l'esprit. Il reconnaissait l'indéfinissable terreur de la vieille forêt barbare, les figures barbares groupées autour de lui, dans leur cercle ténébreux et fantastique, la sensation d'être submergé dans la secrète horreur de la forêt des temps barbares. Il portait en lui-même tout à la fois la stupide gloutonnerie et la luxure du pourceau insatiable, aussi bien que la mystérieuse et puissante musique de l'âme. Il comprenait la haine et la répulsion suscitées par la bête jamais repue, la bête à figure de pourceau, à la soif inextinguible, à l'éternelle faim, la main grossière, maladroite, cruelle, tâtonnante avec une sournoise et irrassasiable luxure. Et cette bête immense, il la haïssait d'une haine infernale et meurtrière, car il la sentait et la reconnaissait en lui-même. Et il était lui-même en proie à ces désirs lancinants, inextinguibles et obscènes. Des rivières de vin à boire, des bœufs entiers rôtissant à la broche, et à travers les ténèbres de la forêt, le mur mugissant des énormes corps de bêtes et les bruits barbares autour de lui, la chair luxuriante des grandes femmes blondes, l'orgie bestiale de la panse omnivore et irrassasiée de la vaste tripaille, sans fin et sans satiété, tout cela mêlé dans son sang, dans son âme et dans sa vie. Il l'avait hérité, pour ainsi dire, de la sombre horreur de l'antique forêt, avec tout ce que cela avait de féerique, de glorieux, de mystérieux et magnifique. Les notes enrouées du corps sonnant lointain et mystérieux à travers les forêts, la confuse et étrange texture, les innombrables variations de la vieille âme germanique. Combien cruelle, déconcertante, bizarre et pénible était l'énigme de cette race, la puissance et la force de l'esprit, incorruptible et perverse, avec une pureté si radieuse, et les puissants enchantements, la noble poésie, faisant si lamentablement, si immuablement partie de la même trame et du même tissu que toute la fringale aveugle et bestiale du ventre et de la bête humaine. Tout cela lui appartenait, tout cela était contenu dans sa propre vie, et il n'était pas plus possible, il le savait, de le dissocier de lui, que de séparer de sa chair le sang de son père, les antiques et immuables éléments remontant à la nuit des siècles. Et c'est pour cela que tout en contemplant à travers la fenêtre du train cette mélancolique région des Alpes neigeuses et de la sombre forêt enchantée, il avait l'impression de reconnaître immédiatement une chose déjà vue, le sentiment qu'il avait toujours connu ces lieux, que c'était là son chez lui, et un je ne sais quoi d'obscur et de surhumain, une sorte d'indicible jubilation, exultait et s'enflait dans son âme, comme une grandiose et obsédante musique entendue dans ses rêves.